Depuis le 16 juin, les députés de la commission d'enquête consacrée à l'épidémie de Covid-19 auditionnent les acteurs de la crise sanitaire, monde médical, mais aussi anciens ministres et directeurs généraux de la santé. Tout l'été, LCP vous fait revivre ces auditions. Aujourd'hui, celle des représentants des organisations représentatives des médecins libéraux qui estiment avoir été exclus de la stratégie globale de lutte contre l'épidémie. Voici tout de suite la table ronde qui les a réunis. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous poursuivons les travaux de la mission avec une table ronde, aujourd'hui réunissant les représentants d'organisations de médecins libéraux. Pour ouvrir cette réunion, j'ai envie de dire que nous sommes en face d'un paradoxe. La médecine de ville a été fortement sollicitée pour la prise en charge des patients atteints du Covid-19, notamment dans ses formes les plus bénignes. Selon les chiffres de Santé publique France, le nombre de patients ayant consulté un médecin généraliste pour un cas de Covid-19 était estimé à près de 95 000 au cours de la dernière semaine de mars, avant, il est vrai, de fortement décroître au cours des 2 semaines suivantes. C'est au cours de cette même semaine que le nombre d'actes SOS médecins pour suspicion de Covid-19 a également atteint un pic. Les médecins de ville ont aussi continué à prendre en charge leurs patients, notamment au moyen de la téléconsultation, palliant les craintes des patients de se rendre dans les cabinets médicaux. Ont également été mis en place des centres de consultation ambulatoire pour ceux présentant des symptômes du Covid-19. Pour autant, la place des médecins de ville dans le dispositif d'urgence est encore discutée. Certains regrettent de ne pas avoir été suffisamment associés et intégrés dans la réponse à la crise sanitaire, jugés trop centrés sur les établissements de santé. Exposés au virus dans le cadre de leur consultation, les médecins libéraux ont aussi dénoncé le fait de ne pas avoir eu les moyens de se protéger avec des masques et des surblouses et de ne pas avoir eu accès aux tests de dépistage, autant de sujets que nous allons aborder ensemble. Pour démarrer cette audition, je vais vous demander d'introduire l'audition par un petit propos liminaire chacun. Vous êtes relativement nombreux, donc je vous demanderai de tenir sur environ 2 à 3 minutes sur le propos liminaire et ensuite on enchaînera par les échanges. Alors on peut peut-être commencer comme ça, dans l'ordre, si ça ne vous dérange pas. Merci. Merci, monsieur le vice-président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs. Pour les médecins libéraux et pour la Confédération des syndicats médicaux français que je représente, cette crise du Covid-19 a été un moment extrêmement difficile pour la médecine libérale qui a été marqué par une gestion de la pénurie et une grande défaillance des services de l'État. La Confédération des syndicats médicaux français avait mis en place dès le 15 mars une cellule de crise qui s'est réunie tous les jours avec un bureau confédéral qui s'est réuni 2 fois par semaine, bien sûr par visioconférence, pendant toute cette durée. Nous avons donc une traçabilité absolue de tout ce qui s'est passé. J'ai toutes mes notes ici qui peuvent en attester. Je commencerai par une première réunion. Il y en avait une autre 3 semaines avant de la Direction générale de la santé, où mes confrères étaient également présents, où Jérôme Salomon nous a dit qu'effectivement, il n'y avait pas de stock stratégique FFP2 et qu'ils organisaient les protections et que nous aurions des boîtes de 50 masques par professionnel de santé. C'était le 2 mars. Déjà, le 26 février, et c'est facile à retrouver sur notre site internet, la CSMF envoyait un communiqué de presse demandant à ce que l'État protège les médecins libéraux par masque, surblouse et tous les équipements de protection individuelle. Nous avons renouvelé nos demandes par communiqué de presse le 6 mars, l'éditorial qui est paru le 15 mars dans notre revue, le 16 mars, les médecins spécialistes, le 23 mars, les médecins spécialistes en communiqué de presse. Nous avons pu faire un point journalier, en particulier sur les masques, et nous avons pu constater au fur et à mesure qu'il y avait des manques de distribution de masques, contrairement à ce que nous avions comme élément d'information de la part du cabinet que j'appelais pratiquement tous les jours, en particulier Michael Benzaki, le conseiller technique, et Nicolas Revel. Nous avons rencontré le 12 mars Olivier Véran, accompagné, le 12 mars, Olivier Véran recevait la CSMF et très curieusement, il était accompagné, bien sûr, de son directeur de cabinet Raymond Lemoigne, de Nicolas Revel et de Cécile Courrèges. C'était donc une audience extrêmement renforcée dans son format. Et là, on nous a assuré qu'effectivement, nous aurions
Olivier Véran nous dit « FFP2, on va en avoir, et les masques chirurgicaux, vous en aurez 3 par jour, et sur la durée. » J'ai noté. Hein. Et je lui ai posé la question, les FFP2, pour qui? Pour tous les médecins. Je vous rappelle qu'à l'époque, ils étaient réservés à ceux qui intubaient, qui faisaient des gestes dans la sphère oropharyngée, mais pas en ville. Comment pouvaient travailler non seulement les chirurgiens dentistes, mais les ORL ou autres, dans ces conditions? Nous avons donc suivi cela tout le long et nous avons pu constater au fur et à mesure de nos points téléphoniques journaliers que les problèmes de masques ont perduré, y compris jusqu'à fin mars et début avril, ou encore dans une réunion intersyndicale le 2 avril entre le CNPS et la FFPS, nous remontaient des manques de masques sur le terrain, alors que le cabinet nous disait tous les jours, mais si, ils sont partis, on les a débloqués, 50 millions, ça passe par les pharmacies, etc. etc. J'ai moi-même pu aller chercher des masques toutes les semaines dans ma pharmacie, une semaine sur 2, il n'y avait pas de masques. On ne les avait pas reçus, ils arriveront demain. Voilà quelle a été la vraie situation. D'après mes notes personnelles, on peut dire que nous n'avions plus de problème sur les masques à partir grosso modo du 6-10 avril. Je vous rappelle que ça faisait bien longtemps que malheureusement nous avions payé un lourd tribut à cette terrible épidémie avec des médecins qui sont morts au combat, une trentaine, et 5 à 6 000 qui se sont arrêtés. Deuxième pénurie, les tests. Les tests ont manqué tout le long de cette épidémie pour la médecine libérale et nous n'avons pu obtenir des tests dans les laboratoires privés que dans les tout derniers jours de mars. J'ai dû moi-même intervenir dans mon département parce que nous n'avions aucun accès aux tests, grâce à mon carnet d'adresses, auprès du directeur de l'ARS, pour qu'il donne une dérogation aux laboratoires privés qui en avaient fait la demande et qui regroupaient tous les tests de mon département et les Pyrénées-Orientales, où il y a plus de 400 000 habitants, et nous n'avions malheureusement qu'une vingtaine à une trentaine de tests possibles par jour au centre hospitalier. Vous imaginez le problème. Et nous avions un cluster à l'époque. Et la mise en place des tests en privé est intervenue le 30 mars. Voilà le décalage. Quant aux médicaments, nous avons eu une réunion, je reprends mes notes, avec la... excusez-moi, tout ça s'est tellement enchaîné, avec la Direction générale de la santé, c'était pas celle-là, voilà, une réunion d'information le 13 mars, avec Dominique Martin de la NSM, qui, le 13 mars, d'après mes notes, on a fait état des difficultés d'approvisionnement en médicaments et nous a dit effectivement nous sommes très mobilisés, on suit les ruptures de stock, enfin bon, tout ça va très bien. Et je note, tout ça, à ce jour, il n'y a pas de problème et pas de conséquences sur la disponibilité des médicaments en lien avec le Covid-19. Dominique Martin, le 13 mars. La suite a bien prouvé le contraire. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il a fallu suspendre toutes les activités dans les établissements de soins privés. Et je me souviens parfaitement comment ça s'est passé le week-end du 15 mars, où nous avons reçu instruction d'arrêter toute activité chirurgicale. Dans le week-end, dans la clinique où j'exerce, nous avons vidé la moitié de l'établissement. On a upgradé nos soins continus en service de réanimation. On a fait un tableau de garde des anesthésistes qui ont accepté d'organiser une garde sur place. On a équipé une chambre pour qu'ils puissent y dormir. On a dégagé tout un étage de la clinique, 40 lits. On aura d'autres personnes après. Je termine cette anecdote et j'arrêterai là-dessus. On a dégagé tout un étage de la clinique, 40 lits, avec une garde sur place des pneumologues. Nous avions 8 pneumologues.
On n'a pas vu un seul patient, tout a été centré à l'hôpital et les patients hospitalisés au centre hospitalier étaient suivis par les chirurgiens vasculaires et par les ophtalmos. Je n'en dirai pas. Merci beaucoup. Je vois que plus il y a de manque et plus le propos liminaire est long. Mais bon, voilà, je vous laisse continuer sur les propos liminaires. On essaie de cadrer sur 2-3 minutes parce qu'après, il y aurait de très très nombreuses questions sur lesquelles on pourra revenir justement après. Merci. Pour donner les dates, puisque lui il était président à cette époque-là, je reprendrai la main après pour vous donner la prise en charge globale par rapport aux syndicats et par rapport aux professionnels de santé. Merci beaucoup. Donc on a appris, on s'est instruit pendant les commissions, les auditions. J'ai appris qu'Agnès Buzyn avait senti les choses le 10 janvier. Nous avons été convoqués pour la première fois au ministère le 18 février. Et par Olivier Véran, 18 février. Il était prévu pour les médecins libéraux que le test, le kit de protection devait comporter Charlotte, masque FFP2 et surblouse. Naturellement, on n'a rien vu arriver de tout ça. Le 27 février, les médecins de l'Oise qui gèrent les maisons médicales de garde menacent de se mettre en grève parce qu'ils n'ont toujours pas de masque FFP2, alors que l'Oise est déjà bien touchée. Et j'interviens auprès du ministère et les masques FFP2 arrivent à 19 h pour des maisons de garde qui ouvrent à 20 h et ils ont eu le plus grand mal à se procurer les masques. Donc ça, c'était le 27 février. Le 26 février, on avertit le ministère qu'il va y avoir un match à Lyon, alors qu'il y a déjà eu le cluster des contamines. Et on nous dit qu'il n'y a absolument aucun risque que ce match va se tenir. Donc Lyon-Juventus se tient le 26 février. Mieux, alors que et le 1er mars, il y a encore Lyon-Saint-Étienne, c'est-à-dire qu'il y a un brassage de la population de Rhône-Alpes-Auvergne et l'URPS fera la démonstration qu'il y a eu une recrudescence des cas en Auvergne, Rhône-Alpes, 15 jours plus tard. Le ministère a été prévenu et on nous a dit que les experts disaient qu'il n'y avait absolument aucun risque. Le 3 mars, alors que nous manquons de masques partout, Marco Pharma, une entreprise de Tourcoing, continue de vendre des masques à l'étranger. Dans le même temps, un pharmacien de Clamart qui a réussi à se procurer 4000 masques très facilement, des masques FFP2, apprend qu'il ne peut pas les vendre. Comme il a quand même acheté cher ces masques, la merveille de l'administration française, c'est qu'il a été obligé de refourguer ces masques à son fournisseur sans que nous, on puisse en bénéficier. Voilà la réalité des dates. Et donc, on s'est retrouvé sans masque alors qu'on pouvait en disposer de 4000. Vas-y, ça c'est pour les trucs, je ne reviendrai pas dessus. Merci beaucoup de me donner la parole. Juste pour les dates, ensuite, nous avons fait un référé en Conseil d'État demandant la mise à disposition pour les professionnels de santé des masques. Donc c'était le 25 mars. Ce référé a été fait le 28 mars, où on ne nous a pas donné raison. Par contre, comme par hasard, le 28 mars, on commençait à avoir des masques. Donc on s'est dit qu'on avait quand même pu réussir à faire quelque chose. C'était intéressant. Les choses importantes à dire, il y a eu le national où on a fait des choses, il y a aussi la région où on a fait beaucoup de choses. Et il y a eu un hospitalo-centrisme qui était vraiment déplorable, où on nous a demandé aux patients d'appeler le 15. Donc il y a eu une surchauffe au niveau du 15, et en même temps, il y a eu une impossibilité aux patients de revenir parce qu'on leur demandait de rester chez eux. Donc il y a une perte de chance quand même pour les gens qui n'étaient pas Covid, et même ceux qui étaient Covid positifs, puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient asymptomatiques. On a eu un confrère qui a tiré la sonnette d'alarme sur Mulhouse, le Dr Vogt, qui a dit que dans son cabinet, il voyait environ 30 à 40 personnes qui étaient porteurs du Covid, mais qui n'avaient pas les symptômes qui étaient dits, c'est-à-dire fièvre plus la toux.
Et effectivement, on est tombé sur ce fameux cluster qui a fait qu'en fait, ça a explosé de partout. Et ils travaillaient sans masque. Donc, comme disait mon confrère Jean-Paul Ortiz, on a payé un lourd tribut puisqu'on est à 51 décès, donc 46 en libéral a priori. C'est les derniers chiffres qu'on nous a fournis. Donc c'est quand même très déplorable puisqu'effectivement on a travaillé à main nue, on a travaillé sans rien du tout. Donc ça c'est la première chose à dire. Il est vrai que bon, le manque de masques, bien évidemment, le manque de surblouses, le manque de tests, ont fait qu'on a été confinés au niveau national de façon globale. Ce qui n'était peut-être pas la meilleure des choses à faire, parce que maintenant on fait les détections, et il faut détecter en masse, et maintenant on pourrait le faire, donc ça c'est quelque chose d'important. On a confiné aussi, et ça c'était un problème assez grave, le confinement était fondé sur la peur et sur la culpabilité, et il aurait été bien de le mettre en avant plutôt que c'était un geste civique pour protéger à la fois sa santé et celle des autres. Puisqu'en fait, les gens se sont mis à avoir peur, et on a maintenant les conséquences de la peur d'une population. Il y a à la fois la peur et à la fois la solitude. Donc non seulement la solitude des personnes qui effectivement restaient en confinement chez eux, mais on a vu cette solitude aussi dans les maisons de retraite et les EHPAD, où nous intervenions aussi, et où nous avions aussi des fois des impossibilités d'intervenir, parce qu'en fait on ne laissait plus rentrer personne. Donc il y a des enquêtes qui ont été faites, entre autres par l'UNPS, qui montraient qu'il y avait une rupture de soins dès le confinement. Donc ça c'était quelque chose d'assez grave, puisqu'en fait toutes les pathologies urgentes, toutes les pathologies chroniques qui étaient étiquetées soi-disant confinement, puisqu'on ne sait pas, puisqu'il n'y a aucun test qui a été fait. Et donc il y a une perte de chance par rapport aux gens qui ont été là. Donc tout ça, on a aussi des choses qu'on pourrait éventuellement vous faire passer pour que ce soit annexé à cela. Il y a eu le problème des urgences, avec une prise des urgences qui était assez difficile. Donc on a réussi à organiser des parcours Covid+, et Covid-, enfin, dit Covid-. Il y a eu le problème de la reprise d'activité qui était assez difficile aussi, puisqu'en fait, on a manqué quand même de mesures de protection pour nous, pour le personnel. En fait, il y a énormément de personnes, de professionnels de santé qui n'étaient pas médecins, comme les kinés, comme les dentistes, comme les podologues qui nous ont fourni du matériel. On a eu beaucoup de matériel qui ont été fournis aussi par des personnes qui étaient en contact avec nous. Donc ça nous a permis, nous, via l'URPS, d'avoir du matériel qu'on a redistribué. On a fabriqué des blouses, des surblouses. Je vous en ai mis une que j'ai fabriquée avec mes mains, 100 mètres de fil pour faire tout un tas de blouses pour nos infirmières qui étaient à domicile. Et c'était grâce aux toiles d'hivernage que nos maraîchers, parce que je suis en région Centre-Val de Noirs, nous ont fourni. Donc vraiment, on a essayé de faire le maximum avec les choses comme cela. Par ailleurs, on a quand même eu une perte d'activité qui était énorme, puisque le fait de tout envoyer sur le 15 et de dire aux gens de rester chez eux, il y a une perte d'activité pour tous les professionnels. Il n'y a pas eu qu'en milieu d'établissement, mais tous les libéraux. Donc pour les médecins, ils ont tourné entre 20 et 30% de leur patientèle, si bien qu'il y a eu aussi une perte de recettes qui était assez conséquente. Et ça, c'est quand même incroyable, quoi. C'est-à-dire que c'est une pandémie qui fait presque la faillite des professionnels de santé. Quand même quelque chose. Et donc on a quand même pu bénéficier, mais ça c'était des choses qu'on a été faire après, donc pour notre personnel, chômage partiel comme tout le monde, de télétravail, des charges reportées avec la CARM chez l'URSSAF, la CNAM qui nous a permis de pouvoir faire de la télémédecine, et la première semaine ça a été multiplié par 50, donc c'était vraiment très bien. Par ailleurs, la téléconsultation ne remplaceront pas l'examen clinique, et ne pourront pas remplacer dans les déserts médicaux les médecins qui manquent. Donc nous avons eu, grâce à cela, des possibilités de pouvoir être pris en charge. Et donc c'était important. Il y a des choses aussi par rapport aux professionnels de santé qui ont été malades, ou d'autres malheureusement sont décédés. Donc il y a eu les quatorzaines, les problèmes d'indemnité journalière qui ont été très tardivement admises. Et puis on a le problème de la maladie professionnelle actuellement, qui est encore en cours. Et donc ça c'est important. Donc on a pu intervenir grâce à la CNAM, qui a été très pertinente et très rapide, grâce à M. Revel, pour pouvoir avoir des actes qui étaient pris en charge à 100%, en téléconsultation, au téléphone, puisqu'en fait on a beaucoup de personnes âgées, on a beaucoup de zones blanches, où on a pu être au contact avec les gens. Alors ça ne remplaçait pas, mais ça permettait quand même d'asseoir bien nos diagnostics. Et tout ça, ça a été aussi bien pris en charge. Par rapport aux ARS, quand même, on a noté que c'était un frein, qui était plus ou moins prégnant en fonction des régions, puisqu'il y a des ARS qui étaient très impliqués dans certaines régions et dans d'autres, c'était plutôt un frein. Entre autres par rapport au centre Covid,
Et donc les URPS et les fédérations des URPS, puisqu'en fait c'est toutes les URPS, non seulement des médecins mais des autres professions médicales, et non médicales d'ailleurs, on permet une évolution de l'organisation en local, on permet un accompagnement des professionnels, que ce soit les professionnels en structure ambulatoire ou bien en cabinet, une organisation des filières, une relation très importante hôpital-ville, très importante, les informations, puisqu'on manquait beaucoup d'informations, ça a permis de le faire, d'avoir une coordination donc, dans l'approvisionnement et de pouvoir avoir un rôle énorme au niveau du territoire. Merci. Donc voilà, donc sinon, juste en oui. conclusion, 2 secondes. En conclusion, c'était d'écouter et de faire confiance aux professionnels de santé, leur laisser une certaine autonomie, leur donner les moyens de ressources suffisantes, pérenniser les expériences qui ont été concluantes, et puis aussi prévoir, non seulement pour la suite, et puis peut-être s'il y a une seconde vague, on ne sait rien. Nous y reviendrons dans les questions, je pense. Voilà, donc de prévoir la suite. Merci beaucoup. Bonjour, docteur Valérie Dutil, donc je suis médecin généraliste en exercice dans l'île d'Oléron. Je suis ici parce que je suis coordinatrice donc, sur le secteur où j'exerce du centre Covid et vice-présidente de MG France. Je laisserai ma consoeur, le docteur Gianotti, parler plus des éléments généraux. Alors déjà, je pense que nous sommes parfaitement d'accord avec les confrères qui viennent de parler précédemment. Ensuite, moi, je suis plus venue pour répondre aux questions sur l'organisation de terrain, comment ça s'est mis en place un petit peu, alors spontanément, d'abord il faut le dire, de la part des professionnels de santé qui se connaissaient sur le terrain, et de manière dans la douleur un petit peu, parce que sans trop d'aide, sans moyens, avec un téléphone portable pour s'appeler les uns les autres, savoir comment on allait s'organiser. Et pourtant, l'organisation s'est faite spontanément sur tous les territoires de manière relativement symétrique. C'est ça qui a été très frappant, c'est de voir que à l'échelle des départements, on se retrouvait avec finalement les mêmes problématiques dans chaque secteur et finalement les réponses trouvées étaient à peu près les mêmes. C'est-à-dire que la première semaine, on s'est dit on va essayer d'organiser des filières dans nos cabinets, des horaires, de ne pas mettre les gens suspects en même temps que les autres. Et puis très vite, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Que, en fait, faire venir dans nos cabinets des gens suspects Covid, alors qu'on n'avait pas de moyens de protection, ni pour eux, ni pour nous, ni pour la secrétaire, des moyens au niveau de l'hygiène du cabinet qui étaient compliqués à obtenir. Donc, on a très, très vite, en une semaine, pris la décision d'organiser des centres Covid sur tout le département. Et on a vu ensuite, en discutant entre nous, que ça s'était fait dans un certain nombre de régions. Donc, on a un certain nombre de remontées de cet ordre. Voilà, donc je suis plus là pour répondre à ces questions-là. Donc Agnès Gianotti, je suis médecin généraliste en exercice dans le 18e arrondissement, donc un quartier populaire de Paris, touché de plein fouet par l'épidémie, un peu comme la Seine-Saint-Denis et tout le nord-est de Paris. Je suis là parce que je suis vice-présidente de MG France et aussi présidente de la CPTS du Paris 18e. Donc, ce qui est intéressant dans les CPTS et dans les centres Covid et dans tout ce qui a été mis en place, d'abord, c'est que les médecins généralistes ont été au rendez-vous. On a été là même avant le premier jour. On a commencé à se questionner bien avant que les institutions se bougent. Et on a été extrêmement inventif et on s'est adapté aux différents territoires. Donc, par exemple, ce qu'on a mis en place dans le 18e ne ressemble pas à ce qui a été mis en place à l'île d'Oléron. Les réalités étaient différentes. Donc, on a des populations différentes, des moyens différents, des ressources différentes. Et on a pu s'adapter au jour le jour à ce qu'on connaissait de l'épidémie, aux besoins des populations et aux besoins des professionnels aussi. Les médecins généralistes ont été au rendez-vous, mais pourtant, j'ai jamais entendu une seule fois M. Salomon prononcer ce nom. Une profession dont on ne prononce pas le nom est-elle une profession qui n'existe pas? Donc là, je pense qu'il y a une faillite, je dirais presque de l'État, dans la mesure où la gradation des soins, c'est-à-dire soigner quelqu'un au bon moment, par la bonne personne, au bon endroit, ça n'a pas eu lieu. On ne s'est pas appuyé sur les soins primaires. Or, les soins primaires, c'est là qu'on prend le patient en charge au plus près de lui, qu'on répond le mieux à ses besoins de santé. Le parcours de soins, à partir du médecin traitant qui le connaît, qui connaît ses facteurs de risque, sa précarité sociale éventuellement, et peut le guider dans son parcours de soins, ça n'a pas été fait, alors que c'est le lieu de la prévention, du dépistage, des vaccins. Donc, effectivement, on n'avait pas les outils diagnostiques, on avait les moyens de protection, les masques.
on en avait qui nous restaient. Il nous a été reproché de ne pas en acheter. Mais on en avait, bien sûr. On les a utilisés. Moi, mes FFP2, je les ai même donnés aux infirmiers du territoire parce que j'estimais qu'ils étaient plus à risque que moi. Mais il y a un moment, on ne pouvait plus recommander. J'ai presque été en panne aussi de soluté hydroalcoolique. Donc, franchement, les médecins généralistes, MG France a fait des enquêtes, 3 enquêtes successives, et la première enquête montrait que les généralistes avaient vu 1 850 000 patients, et au bout de la 3e enquête, on en avait vu 2 millions. Ces 2 millions, personne n'en a parlé, ça n'intéresse personne. Ça n'a pas la prétention d'être une enquête scientifique, simplement ça met un éclairage sur un sujet qui n'a pas intéressé l'État, c'est-à-dire qui soigne ces patients en ville, combien de patients ont été vus. Donc ça pose quand même un problème. Cette gradation des soins, on a vu quand même le dysfonctionnement du 15, avec un seul décroché pour une question du genre comment s'attrape le Covid ou alors je ne peux plus respirer, qu'est-ce que je fais? Donc il y a une perte de chance pour les gens qui avaient vraiment besoin de soins urgents. Le 15 est indispensable, on en a besoin, mais il faut le recentrer sur sa mission. Et se repose donc la question du SARS et de la régulation libérale territoriale qui permet de répondre aux questions de comment ça s'attrape le Covid, est-ce que je peux avoir un rendez-vous parce que j'ai mal au dos, enfin, aux questions qui ne doivent pas passer par le 15. Donc ça, ne reproduisons pas les mêmes erreurs. Si deuxième vague il y a, si vaccin il y a, s'il vous plaît, c'est pas à l'hôpital, c'est vraiment sur les régulations territoriales qu'il faudra, les organisations qui sont nées, qui ont été boostées. Moi, je tire un coup de chapeau à tous les professionnels du territoire. Si monsieur le directeur général de la santé ne l'a pas fait, moi je le fais. Parce que vraiment, France entière, les collègues se sont bougés et ont été au rendez-vous. Et je suis à votre disposition pour discuter de tout ça. Tu coupes ton micro. Bonjour, Philippe Vermèche, je suis en activité à Saint-Raphaël dans le Var et président du syndicat des médecins libéraux. Le témoignage que le CML versera aujourd'hui est en réalité un retour d'expérience. Tout d'abord, nous n'imaginions pas que la crise sanitaire viderait les cabinets médicaux pendant le confinement. C'est quand même une gageure. L'activité a très fortement chuté pour toutes les spécialités et certaines d'entre elles, celles notamment de chirurgie, ont été contraintes à l'arrêt avec la mise en œuvre du plan blanc. L'assurance maladie a chiffré à 4 milliards d'euros le montant de soins empêchés pendant cette période. Et si j'emploie le terme empêché, c'est bien à dessein. Le gouvernement, par sa maladresse, a conduit les patients à croire qu'ils n'étaient pas autorisés à se déplacer que pour des soins urgents et ceux relatifs au Covid. Et lorsque le message a été rectifié sur notre insistance, une forme de psychose s'était développée sur le risque de contamination dans les salles d'attente, ce qui fait que les gens avaient la psychose de se déplacer et n'allaient même plus donc, dans les cabinets. L'activité a donc été empêchée pour les médecins et chirurgiens travaillant en établissement de soins du fait du plan blanc. La demande du gouvernement de vider les cliniques pour aider les hôpitaux s'est faite sans distinction entre les régions infectées et les autres. Cela a mis à l'arrêt complet tous les établissements avec des personnels présents sans travail, parce que s'ils n'étaient pas là, ils n'avaient pas le droit au chômage partiel. L'activité aurait pu continuer sous conditions, limitant ainsi les surpathologies que nous avons connues par la suite. De même, la reprise de l'activité s'est vue empêchée par les ARS, au motif qu'il fallait que les établissements restent disponibles dans un premier temps, puis pour ne pas consommer les produits servant à l'anesthésie dans un deuxième temps. Ce qui fait que début juillet, nous avions encore des problèmes pour hospitaliser des patients qui avaient besoin sur lesquels on avait besoin d'intervenir. L'activité a été empêchée aussi par l'abandon des médecins par les pouvoirs publics. Nous n'avons pas reçu à temps les masques promis. On nous a baladés sur les stocks d'État qui en réalité n'existaient pas. Le discours politique évoluait en fonction du stock de masques. Je ne reviendrai pas sur la gestion des masques totalement ubuesque. Pour exemple, nous avons eu des fournitures de masques. Alors, en fonction des régions, c'était très différent. Mais chez moi, nous avons eu une fourniture de masques très limitée, FFP2, en mars, qui avait été fabriquée en 2002 et périmée en 2007. Alors qu'à l'époque, la HAS disait que 2 ans de péremption, ça pouvait passer. Je tiens à souligner qu'à aucun moment, les médecins libéraux n'ont été avertis du prétendu changement de doctrine concernant la gestion des masques. À aucun moment, ils n'ont reçu ni directement ni indirectement la consigne qui leur appartenait désormais de constituer leur propre stock. Sans quoi, ils auraient fait le nécessaire pour préserver leur propre santé, celle de leurs patients et bien sûr leur activité de soins au service de la santé publique. Je rappelle donc, et ça a été déjà dit, que 46 médecins libéraux ont trouvé la mort durant cette épidémie parce qu'ils n'étaient pas équipés. Et il reste encore difficile de chiffrer le nombre de ceux qui ont été contaminés.
La CARMF chiffre à 6 000 le nombre d'arrêts de travail de médecins libéraux en rapport avec cette pathologie. Le SML s'inscrit aussi en faux contre le procès d'intention fait par Mme Bachelot devant cette commission. Les propos qu'elle a tenus sont tout simplement déplacés à l'égard de notre profession. Concernant la prise en charge des patients, les libéraux ont dû se débrouiller par eux-mêmes. Les premiers protocoles de prise en charge qui nous ont été diffusés n'étaient pas adaptés à la pratique du cabinet. On a dû des protocoles de 24-30 pages, mais c'est ubuesque à suivre, ce n'était pas assez simple. Les médecins se sont organisés par eux-mêmes pour créer des conditions de consultation sécurisées dans leur cabinet et avec l'instauration de centres Covid. Les collectivités locales y ont prêté leur concours ainsi que les entreprises dans certains départements. On peut regretter à cet égard que les ARS aient imposé un paiement forfaitaire dans certaines régions pour les professionnels intervenant dans ces centres et que certaines d'entre elles n'ont toujours pas payé. Il y en a encore qui attendent leurs émoluments. Des organisations ont également été développées dans certains départements en situation de pénurie médicale. Dans la Sarthe, par exemple, les médecins ont trouvé les moyens de prendre en charge les patients sans médecin traitant, sans le concours des CPTS, des ARS et des GHT. Ils se sont appuyés tout simplement sur des outils conventionnels et le déblocage d'une consultation Covid à 40 €, donc en négociation avec le directeur de la caisse primaire du département. Ça a été un arrangement local. Le déverrouillage de la télémédecine a été un levier incontestable, mais plus encore celui des consultations par téléphone. Il est indispensable de pérenniser les consultations téléphoniques pour nos patients les plus âgés, qui ne savent pas encore utiliser les moyens numériques, et ceux qui vivent dans des zones blanches ou mal couvertes par l'Internet haut débit. Nous voulons également insister sur la gestion des appels. Le renvoi dans un premier temps de tous les appels relatifs au Covid vers le centre 15 était une erreur. Ces centres ont été rapidement débordés, générant des temps d'attente et de traitement des appels inacceptables, laissant sans prise en charge de nombreux patients non Covid en détresse sévère. Vous avez eu récemment le rapport de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers qui s'en est ému. Cette douloureuse expérience condamne définitivement l'idée d'un numéro d'appel unique. Dans les régions où le 116-117 a fonctionné comme le Grand Est, il n'y a pas eu de difficulté. Il est indispensable qu'à côté du 15, pour les urgences vitales, soit généralisé un 116-117 pour les demandes de soins non vitaux de la ville, que la ville prend en charge. Le rôle de régulation est stratégique, il doit être conforté et développé. Nous voulons enfin souligner une dernière anomalie. Les professionnels libéraux bénéficient d'un dispositif de formation continue, obligatoire, géré par l'État à travers l'Agence nationale du DPC. Nous regrettons que l'Agence nationale du DPC ait refusé de prendre en charge les actions de formation relatives au Covid, au motif qu'elles n'étaient pas dans les objectifs prioritaires du gouvernement. Donc la seule formation que les médecins ont eue l'a été par le Fonds d'action de formation, le FAF-PM, qui vit sur nos cotisations. Mais l'organisme d'État a complètement failli dans cette mission. Elles étaient pourtant nécessaires et urgentes, ces actions. Les textes qui encadrent ce dispositif de formation doivent évoluer pour rendre celui-ci flexible et moins étatique. En conclusion, les médecins libéraux gardent un ressentiment très profond de la façon dont ils ont été traités. Et ma consoeur précédemment le disait. Ressentiment qui risque de s'alourdir au vu de la différence de traitement entre l'hôpital et la médecine ambulatoire que nous entrevoyons lors du Ségur qui doit se conclure demain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à monsieur le rapporteur, j'ai 3 points à développer avec vous, des interrogations que j'ai. Un premier point sur... Vous parliez tout à l'heure de réponse sur les territoires, d'agilité, de capacité à répondre. D'abord, et puis de recours à la ville. Un premier point qui, moi, m'a interpellé, c'est finalement, a-t-on manqué justement d'agilité dans la réponse et n'a-t-on peut-être pas trop calqué cette réponse-là sur un modèle connu qu'est la grippe ? Je m'explique. C'est vrai qu'au tout départ, on a eu des tests sur des clusters avec recherche de patient zéro, etc., etc. Et puis très vite, on a dit, voilà, comme les autres épidémies, on arrête les tests, on considère quelqu'un qui est symptomatique et on ne teste pas. Donc est-ce que ça, c'est quelque chose à revoir pour s'adapter à la pathologie, surtout qu'en plus, on a appris par la suite que cette pathologie pouvait être contaminante avant même l'apparition des symptômes. Donc avoir votre regard là-dessus. Votre regard aussi, évidemment, sur, vous l'avez dit, sur les CPTS, vous l'avez dit aussi sur les moyens de communication qui peuvent exister entre professionnels de santé, parce que souvent, ce sont des boucles WhatsApp qui ont permis de communiquer sur le terrain. Et toujours sur ce point-là, revenir sur la notion que vous abordiez sur la peur, entre guillemets, qui avait été mise en place. Est-ce que
est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à un certain relâchement dans les mesures de sécurité? N'y a-t-il donc pas parfois besoin de peur, entre guillemets? Deuxième point sur les masques, il y a un point qui avait été abordé et que je voulais aborder avec vous, c'est la logistique de distribution des masques, puisqu'on a vu qu'il y avait pénurie de masques, mais aussi, et vous l'avez souligné dans vos propos liminaires, une désorganisation manifestement. Alors dans certains articles, on a pu lire qu'il y avait eu une problématique avec Géodis, qui avait été mandaté par Santé publique France sur des contrats qu'ils avaient signés. Est-ce que vous avez eu des informations dessus? Quel est votre regard? Et puis enfin, un troisième point, un point un peu, comment dire, taquin, s'agissant de ce que nous a dit Roselyne Bachelot en audition. Je voudrais simplement rappeler qu'elle s'est rattrapée, je crois, pendant l'audition en disant que c'était des mesures de précaution à prendre avant, hors période de crise. Simplement, je voulais vous interroger là-dessus sur la question de se dire, sortons aussi de cette histoire en progressant. Est-ce que vous pensez que justement, et c'est peut-être un sujet que vous avez abordé en disant que vous n'aviez pas de notion de la doctrine de 2013, l'État doit-il accompagner les médecins via peut-être une augmentation des critères de qualité sanitaire, avec pourquoi pas une participation via les revenus d'objectifs de santé publique ou quelque chose dans ce style, pour accompagner, donner des directives, des organisations, des aides pour monter en qualité pour la protection des patients et la protection des professionnels. Voilà les points que je voulais aborder avec vous au début et je vous laisse répondre. Merci. Oui, si vous le permettez. Sur vos questions concernant la réponse territoriale, effectivement, on s'est débrouillé. C'est ce qui remontait de tous les témoignages du terrain. On s'est débrouillé parce qu'on s'est retrouvé sans l'aide de l'État, en particulier dans ces services déconcentrés. Et heureusement que les médecins libéraux ont pris la main, aidés, il faut le dire, par les collectivités locales, beaucoup de maires, de présidents de communautés de communes, etc., ont mis des locaux à disposition pour monter les centres Covid qui sont montés partout, ont amené des masques et ont aidé à la distribution de masques FFP2 qu'ils avaient, etc. Beaucoup d'entreprises du voisinage ont accompagné les médecins, justement en particulier avec les masques, et nous ont amené des masques qu'ils avaient, en particulier des FFP2, de toute façon on n'en avait pas. Et heureusement qu'on a eu cette agilité sur le terrain. Et on a fonctionné, comme je le dis souvent, en mode dégradé. Qu'est-ce que ça marchait bien en mode dégradé? Parce qu'on n'a pas demandé les autorisations, on n'a pas respecté absolument les règlements, les lois, etc. Et c'est comme ça que ça devrait marcher. Alors vous posiez la question, est-ce qu'on n'a pas fait comme ça se fait d'habitude? Ben oui, malheureusement. D'habitude, qu'est-ce qui se passe? On n'arrête pas de dire aux Français, allez à l'hôpital pour tout. Et c'est ce qu'on a dit. Vous appelez le 15, si vous avez une suspicion de Covid, vous allez à l'hôpital. Pour vous faire tester, vous allez à l'hôpital. D'ailleurs, au départ, il n'y avait que quelques hôpitaux qui pouvaient faire les tests. Et puis après, on a un peu élargi. On a tout centré sur une prise en charge hospitalière. Et il faudrait que nous organisions les choses exactement à l'inverse. Et au contraire, au lieu de dire comme le Premier ministre, je ne me souviens plus quel jour, n'allez pas chez le médecin, chez votre médecin traitant, restez chez vous, avec les conséquences que ça a eu, il fallait au contraire orienter la prise en charge des cas suspects non graves, bien sûr, je ne parle pas des urgences et des cas graves, sur une prise en charge en proximité. Sur les masques... Pardon, je vous interromps là-dessus, parce que c'était une notion que j'avais aussi en tête. On a eu quand même l'impression que les gens, alors peut-être suite à des interrogations, enfin des affirmations de quelques-uns, mais on a eu quand même l'impression qu'un certain nombre de personnes ne souhaitaient pas aller à l'hôpital ou chez le médecin. Je suis désolé de prendre mon exemple personnel, mais c'est vécu en cabinet médical ou même à la régulation 15, où on a eu un certain nombre de problématiques avec des gens avec des symptomatologies graves qui refusaient l'hospitalisation. Tout à fait. Mais, monsieur le vice-président, qui a fait passer le message que les médecins libéraux étaient organisés pour bien accueillir les patients? Nous, on l'a dit à nos patients chaque fois qu'on avait des coups de téléphone, mais dans tous
les cabinets. Tout le monde s'est organisé, on a condamné un siège sur 2, on a donné des masques. Alors, moi, quand j'ai entendu Roselyne Bachelot, j'étais hors de moi parce que dans mon cabinet, nous avions déjà acheté par anticipation, nous avions commandé des boîtes de 50 masques. Entre parenthèses, on les a payés le tiers de ce qu'elles valent aujourd'hui. C'était juste on commençait à parler de l'épidémie. Et tous les médecins se sont organisés. Certains médecins demandaient aux gens de rester sur le parking et les faisaient rentrer un par un, etc. Quand vous avez un Premier ministre qui dit n'allez pas dans les cabinets médicaux parce que c'est dangereux, bah, effectivement, ils n'y vont pas. Et je crois que là, il y a un vrai problème. Si je peux compléter, surtout ne laissez surtout pas l'État organiser nos cabinets. Donnez-nous les moyens de nous organiser, mais ne dites pas à l'État de faire les choses à notre place, parce que là, si vous voulez, on vient d'assister à une catastrophe. Non, je parlais de recommandations, et d'aide. On est d'accord. Donnez-nous les moyens. Voilà, oui. Donnez-nous les moyens. Laissez-nous travailler. Vous savez, pour moi, l'illustration de la réactivité des médecins, c'est les masques Décathlon dans les réanimations. Imaginez en temps de paix que les réanimateurs aient demandé à l'administration d'utiliser des masques Décathlon, on y sera encore. Vous comprenez? Et donc les médecins, ils se sont organisés. On a, comme disait Jean-Paul Ortiz, on a mis un siège sur 2, on les a condamnés. On a mis du plexiglas dans le secrétariat, on a mis des barres, etc. On s'est débrouillé avec les entreprises qui nous ont donné des masques. On est allé démarcher des entreprises de peinture, on est allé démarcher des entreprises de menuiserie, de bricolage, de lunettes, etc. On s'est débrouillé avec nos moyens, d'accord? Et pour revenir simplement sur l'expérience de 2009, effectivement, Roselyne Bachelot avait des masques en 2009, mais son administration, parce que j'ai assisté à la préparation des fameux vaccinodromes, on pensait en haut lieu au ministère que les médecins généralistes n'avaient pas de frigo dans leur cabinet et que donc ils ne pourraient pas faire 10 doses avec un flacon de 10. Et on a eu le droit aux fameux vaccinodromes qui ont vacciné 6 millions de personnes, alors que chaque année, les médecins généralistes, tranquillement, sans faire de bruit, en vaccinent 12 millions. On est resté avec 94 millions de doses de vaccins sur les bras et là, dire que Roselyne Bachelot a été réhabilitée et oser nous allumer comme elle l'a fait devant votre commission, je peux vous dire qu'elle s'est mis pas mal de médecins à dos et pour nous, on attend maintenant des excuses. Parce que oser dire, avec les plus de 5000 médecins contaminés, 51 morts, dont 46 médecins libéraux, je peux vous dire que ça va laisser des traces. Ça va laisser des traces. Donc les médecins se sont organisés et on a retrouvé la même administration, celle de 2009, qui a méprisé la médecine libérale, qui nous a oubliés pour les masques, qui a détourné vers le centre 15, comme on l'a dit, alors qu'on aurait très bien pu le faire, qui a détourné les patients des cabinets, comme l'a dit le Premier ministre, en disant aux gens, allez faire renouveler vos ordonnances chez les pharmaciens. Moi, j'ai dû rappeler des patients, dont une, dont je me souviens très bien, qui était leucémique, sous anticoagulant. J'ai dit, mais attendez, vous n'allez pas rester 6 mois sans me voir. Venez me voir, soyez tranquille, vous allez voir, on est peinard, il n'y a personne, effectivement. On travaillait entre 30 et 40% de notre activité, et encore parce qu'on est dans un groupe, alors que mes autres camarades disaient on est à 20% de l'activité. Permettez-moi de vous dire, de vous exprimer à titre personnel, mais je crois au nom de notre commission, notre reconnaissance, notre respect. Vous avez à bien des égards laissé éclater votre colère et nous avons perçu votre ressentiment sur ce qui s'est passé. Mais pour ma part, d'abord, je veux rendre hommage, bien sûr, aux médecins qui sont décédés. Nous mesurons, je crois que nos concitoyens mesurent le rôle qui a été le vôtre, que vous avez joué. Je veux vous dire, vous réitérer ma plus profonde gratitude et ma reconnaissance. Je voulais vous dire d'ailleurs dans cet esprit, mais vous l'avez abordé en réponse aux questions du président, j'ai personnellement dit ici même, elle était là, j'étais entouré par 2 futurs ministres la semaine dernière, Mme Bachelot et Mme Bourguignon, que je trouvais le propos de Mme Bachelot à la fois injuste et non pertinent. Mais au-delà de cette appréciation, et vous l'avez évoqué, et nous en prenons naturellement bonne note, et ça ne m'étonne pas. Je voulais vous interroger sur la façon de... Ce que vous avez dit, je pense que c'est Mme Sauder tout à l'heure, que vous n'aviez jamais eu d'informations sur la nécessité de constituer ces stocks.
ni des ARS, ni de l'ordre. Voilà, parce qu'on a eu un débat d'ailleurs hier, ici même, et un point extrêmement important pour éclairer notre commission de la part des fédérations hospitalières privées, qu'elles soient à but lucratif et non lucratif, disant que la doctrine qu'on évoque, celle du secrétariat général de la Défense nationale qui dit qu'il faut que les entreprises, les professions médicales, les chefs, les employeurs, bon, le médecin est aussi être un employeur, se dotent des stocks de protection. Et en tout cas, je voulais vous demander si, voilà, si vous nous confirmiez bien que d'aucune instance ou de tutelle ou syndicale ou on l'a appris lors des auditions que ce courrier. Que vous évoquiez peut-être, parce que nous, ce qui nous importe, et c'est un sujet qui monte de plus en plus dans l'actualité, la possibilité de cette seconde vague est quasi annoncée aujourd'hui, l'inquiétude au plan international, c'est pour vous, d'ici septembre, enfin, dans les jours qui viennent, on y est, quelle organisation il faut mettre en place pour qu'on ne réitère pas ce que vous avez vécu, subi, ce que vous venez de rappeler avec des mots très, très forts et très importants, notamment dans la répartition des équipements de protection individuelle, dans les masques, dans les blouses. Et puis, je voudrais vous interroger aussi, parce que parmi vous, enfin, je ne sais pas ici, mais les médecins libéraux exercent souvent aussi un rôle de médecin coordonnateur dans les EHPAD. Et je voudrais avoir votre ressenti de la façon dont a été gérée la situation dans les EHPAD, notamment sur la liberté de prescription. Et ça rejoint les EHPAD, mais ça dépasse le cadre des EHPAD, sur la question de l'atteinte à la liberté de prescription médicale, hein, et puis notamment sur ce qui s'est passé aussi dans la prise en charge des résidents des EHPAD, qui, pour le coup, pour beaucoup, n'ont pas été hospitalisés, auxquels il y a eu, en fonction du décret du 28 mars, la mise en place d'un traitement sédatif, voilà, d'un traitement palliatif. Comment vous l'avez vécu, à la fois, et surtout si vous avez été confronté à cette difficulté de prise en charge, d'hospitalisation de patients dans les EHPAD. J'ai un de vos confrères, un médecin niçois, qui me disait, moi j'ai appelé la régulation, on m'a dit, bon, de toute façon, ton patient qui meurt chez nous, qui meurt chez toi, c'est pareil, donc il va rester chez toi. Bon, est-ce que ça, vous avez ce vécu? Est-ce que ça s'est reproduit? Est-ce que vous avez été témoin de consignes particulières, d'une doctrine particulière sur les EHPAD? Je vous remercie. Oui, sur la problématique de la deuxième vague et sur l'organisation, je crois qu'il faut tirer les enseignements de ce qui s'est passé et effectivement donner clairement des instructions aux Français. Quand le confinement a été décidé, moi j'ai été très étonné de voir que globalement, alors bien sûr qu'il y a eu des exceptions, des gens qui ne l'ont pas respecté, mais enfin globalement, les Français ont été d'une responsabilité extraordinaire. Ils ont suivi le confinement. Je me rendais à mon cabinet et à ma clinique tous les jours. J'ai jamais été contrôlé et je constatais que effectivement les Français le respectaient. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les risques d'une deuxième vague, regardons ce qui se passe dans les autres pays étrangers. Comment ils ont fait? Ils ont testé, donc il faut continuer effectivement à tester très largement. Ils ont confiné dans les clusters et depuis hier, je regardais ce qui se passait dans certains pays étrangers. En Catalogne, ils décident le port obligatoire du masque dans tous les endroits confinés. Pourquoi en France on ne le fait pas? On attend quoi?
On attend quoi? On attend qu'il y ait des clusters partout. Il faut quand même être clair vis-à-vis des Français. Je crois que ça a manqué, ce type d'instruction. On n'a pas eu ce type d'instruction. Alors, on a aujourd'hui un déconfinement, tout le monde oublie les gestes barrières. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut être clair. On est encore dans une situation qui est entre guillemets sous contrôle avec le cluster, mais il faut effectivement donner des instructions claires aux Français, en particulier sur le port de masque et le renouvellement des mesures barrières, tout particulièrement dans les endroits confinés. Sur l'organisation, là aussi, tirons les enseignements de ce qui s'est passé pendant la crise du Covid-19. Qu'est-ce qui a bien marché quand les professionnels de terrain, en particulier les médecins libéraux, se sont organisés, ont pris la main? Et c'est bien comme ça qu'il faut organiser les choses. Il faut donner les moyens et faire confiance aux professionnels de terrain de s'organiser. On a des centres Covid qui ont été montés, qui aujourd'hui sont dans beaucoup d'endroits, entre guillemets, en sommeil, mais qui sont les endroits où on peut faire les tests diagnostiques de RT-PCR. Donc il faut se préparer, ne pas complètement les désarmer, donner les moyens en priorité à ces centres Covid pour éviter que tout le monde aille à l'hôpital pour tout et pour rien. Parce que c'est comme ça qu'on évitera cet engorgement terrifiant qu'il y a eu dans les hôpitaux. Donc au niveau organisationnel, comme on le disait tout à l'heure, il faut se reposer sur la proximité, sur les médecins de proximité et les accompagner dans les structures et les organisations qui mettent en place. Se pose le problème très clairement des ARS et des délégations territoriales des ARS. Je pense que là, à un moment donné, il va falloir que courageusement, on voit pourquoi certaines ARS et beaucoup de délégations territoriales ont été des obstacles et des freins à ce qu'on voulait et ce qu'on essayait de mettre en place sur le terrain. Pour répondre à vos questions, donc par rapport à, effectivement, il faut tirer les conséquences de ce qui a été fait pour éviter de refaire les mêmes erreurs et surtout profiter des choses qui ont été très actives et très positives pour pouvoir les mettre en avant. Donc effectivement, arrêtons le système administratif. Ce n'est pas des gens qui connaissent rien de la médecine qui vont nous apprendre la médecine. Ce n'est pas des gens qui connaissent rien de la médecine qui vont nous empêcher de prescrire. Enfin, l'interdiction de prescription de certains médicaments, mais écoutez, c'était une honte. On est quand même capable de savoir ce qu'on prescrit, ou alors qu'on nous retire notre diplôme de docteur. En ce moment, en France, tout le monde veut jouer au petit docteur. Donc, bon. Mais là, effectivement, stop. Par rapport à la seconde vague, il faudrait aussi tirer des conséquences par rapport à... Tout à l'heure, ma consoeur en parlait, mais tout ce qui se fait sur le terrain. C'est-à-dire qu'actuellement, ça rejoint un petit peu le système de la recherche. La recherche en milieu libéral est extraordinaire. On a fait des échanges sur nos forums où on savait que dans les EHPAD, par exemple, on n'avait pas du tout les mêmes symptômes de Covid qu'on voyait en réanimation. On voyait les premières personnes, c'est les personnes âgées qui tombaient. On voyait les mamies, c'était les mamies qui avaient des hémorragies vaginales. Et ça, petit à petit, on a tiré les sonnettes d'alarme. On a tiré la sonnette d'alarme par rapport à la gueusie, donc c'est-à-dire la perte du goût et la perte de l'odorat. Et ça, c'était vraiment un signe, ce qu'on appelle nous presque pathognomonique, c'est-à-dire qui signe presque la maladie. Vous voyez, on a énormément progressé, parce que par rapport à la grippe, c'est vrai qu'on a entendu, puisque c'est arrivé de partout, comme quand ça a été une grippette, quoi, comme partout. Il est vrai qu'on n'a pas non plus su ce qui se passait vraiment en Chine non plus. Hein. Donc on est reparti avec cela, et puis petit à petit, on a tiré des conséquences. Alors il est vrai que les gens qui voyaient des personnes à l'hôpital ou en milieu réanimation, ce n'était pas du tout les mêmes qu'on pouvait voir en libéral. Je redis, moi, qu'il y a des médecins libéraux qui ont tiré la sonnette d'alarme, ils n'ont pas été écoutés. On a attendu 10 à 15 jours avant de pouvoir tirer les conséquences de ce qu'ils disaient. Et ils avaient raison. Il faut savoir écouter. Nous, on est à l'écoute de nos patients, on voit comment ils évoluent, on voit ce qu'ils sont. Et c'est quelque chose qu'il faut impérativement tirer. Donc, donner la possibilité de faire de la recherche en médecine libérale. La deuxième chose, effectivement, c'était de pouvoir faire cette formation. Ce qu'on a fait, nous, entre nous, c'est-à-dire que dès qu'on avait un symptôme, on se le disait. On avait des réseaux qui permettaient de savoir exactement ce qui pouvait avertir que c'était le Covid. Et ça a été très, très, très porteur. Donc là, il y a aussi des choses à tirer parce que ça a été le système D, quoi, qui faisait WhatsApp, nous, des groupes Google et des choses comme cela. Par rapport à tout ce qui était prise en charge
faites un double système d'appel d'urgence. Le 15, c'est pour les urgences vitales. Comme par hasard, il n'y avait plus d'infarctus, il n'y avait plus d'AVC. Il y a bien eu des AVC, il y a bien eu des infarctus. Et puis on a eu quelques retours de personnes qui n'ouvraient plus la porte et on trouvait quelqu'un de décédé derrière la porte quand les pompiers ouvraient la porte. Donc, était-il mort du Covid? Puisque beaucoup de Covid, c'était dû à des problèmes vasculaires et des problèmes de thrombose. Mais est-ce que ce n'était pas un infarctus ou un AVC qui était resté là chez lui parce qu'il n'avait pas pu appeler le 15? Donc prévoir un double système, le 15 appels d'urgence et le 116-117 pour la régulation libérale. Quelque chose de très important, très très important. C'est aussi un respect par rapport à nos patients, c'est un respect des médecins libéraux qui travaillent toujours comme ça quelque part, puisque la PDSA, c'est bien aussi un appel aussi entre nous pour pouvoir avoir une régulation. Donc ça, c'est pour le problème de la seconde vague. La seconde vague, ben, oui, donc on n'aura pas non plus le problème des tests, puisque maintenant il y en a presque trop. On aura moins le problème des masques, puisqu'on en voit partout, même sur les trottoirs. Vous parliez des EHPAD, puisqu'on n'a pas parlé des EHPAD. Nous, c'est vrai que dans notre coin, là, on a de la chance, on n'avait pas trop de problèmes et on n'a pas eu de Covid dans nos EHPAD. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Mais on a su... le personnel était aussi très démuni, puisqu'en fait, ils n'étaient pas approvisionnés en masques. On n'a pas fait de détection, on n'a pas fait de PCR chez le personnel des EHPAD, ce qui est quand même pas normal. Donc, c'est des choses à faire régulièrement. Donc ça, c'est les deuxièmes choses. Et puis, une chose importante, stop, quoi. On a déshumanisé le soin avec le Covid. Les gens sont morts comme des malheureux chez eux. On a laissé nos personnes âgées toutes seules. Il y en a qui sont morts de solitude. Enfin, quand même, on est dans une société reconnue belle parce qu'elle respecte ses anciens, parce qu'elle respecte ses jeunes, parce qu'il y a aussi le problème avec les écoles. Ce n'est pas tout à fait notre domaine, mais il y a eu ce problème-là aussi. On voit les pauvres gamins qui n'osent plus toucher, qui n'osent plus être en contact et qui sont eux aussi déprimés. Donc vous voyez, il y a plein de choses par rapport à ça, où il faut reprendre les choses et réhumaniser le soin. Et voilà, merci. On va passer aux questions de groupe. Monsieur Dor pour les Républicains. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je crois que vous confirmez tous à l'unanimité l'incapacité de protéger la médecine de ville, et en particulier en commençant par la désinformation sur les stocks médicaux. On a eu l'exemple des masques qui en sont l'illustration parfaite, puisqu'un jour, le gouvernement disait « les masques ne sont pas utiles », et puis quelques jours plus tard, les masques sont utiles. Si on avait effectivement adopté ce qui se passait à Hong Kong, en Asie, au Vietnam, en Allemagne, etc., je pense que le problème ne serait pas là. Vous avez payé un lourd tribut, vous l'avez rappelé tous, malheureusement en décès de professionnels, et puis en nombre de personnes qui ont été touchées. D'ailleurs, je crois qu'ici, à la table, il y a quelqu'un que je connais a été particulièrement touché à un certain moment par le Covid-19. Oui, tu t'en es bien remis. Eh bien, simplement, les points essentiels, en dehors des masques, problème des ARS. Il serait intéressant de savoir vraiment quels ont été les mauvais liens entre les ARS et les professionnels libéraux de terrain. Parce que ça, je l'ai entendu, y compris chez moi. La fermeture des cabinets au 15 mars a permis le développement de la téléconsultation, d'ailleurs à laquelle je suis particulièrement attaché. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce que la téléconsultation doit rentrer maintenant dans les pratiques générales dans les territoires, ou est-ce que ça va revenir en arrière? Est-ce que la téléconsultation est maintenant réellement partie? Enfin, je voudrais vous dire, puisqu'on parlait de l'avenir, ce numéro de téléphone libéral voulu par beaucoup d'organisations syndicales, je les connais tous, le 116-117, est-ce qu'il ne doit pas enfin être mis sur le terrain à côté du 15 ? Non, mais c'est vous qui me répondrez. Après, parce que j'ai d'autres questions. Voilà, après. Je pense que vous répondrez. Bon, merci. Et à côté de ce 116-117, puisque vous parliez de la permanence des soins libérales, est-ce que cette permanence des soins ambulatoires ne doit pas être renforcée ou trouver un système qui améliore la permanence des soins, puisqu'on maintient, et moi je fais partie de ceux qui maintenaient le volontariat, mais est-ce qu'il ne faut pas
améliorer la permanence des soins dans tous les territoires. Merci, voilà. M. Dior. Et dernier Merci. point, non, je voudrais qu'il nous dise... Je suis assez large sur les prises de parole, M. Dior. Il ne faut pas en abuser quand même. Attends, c'est important, toi t'en fais partie. Les soutiens financiers des cabinets libéraux, d'une part par l'État et par la CARMF. Puisque je crois savoir que vous avez eu des soutiens de la part de l'État, mais également de votre organisation de retraite, la Caisse des retraites. C'est quand même important de montrer qu'il y a une Caisse des retraites importante. Merci, M. Vallot. M. Dor, vous avez... Non. Je vais quand même continuer de présider, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Monsieur Vallot, s'il vous plaît, merci. Bon, le président se rebiffe. Bon, d'abord, merci beaucoup pour vos interventions et pour vos témoignages. Je veux dire que c'est vrai qu'on a eu quelques auditions qui ont pu parfois laisser le sentiment qu'au fond, tout s'était bien passé. Et que derrière la formule « l'hôpital a tenu », bon, et on a dû creuser un certain nombre d'auditions pour savoir finalement ce qui avait été compliqué à gérer pour préparer la suite. Vous avez dit beaucoup de choses. La première chose qui me paraît importante, effectivement, c'est la question des EHPAD, des espèces de choc anthropologique quand même que ça révèle dans notre rapport au vieillissement. Et je crois, je le dis au rapporteur, qu'il y aura vraiment sur ce plan de ce qui s'est passé dans les EHPAD des points à creuser et peut-être voir s'il y a des comptes rendus de CHSCT à regarder, peut-être avoir des rapports, des retranscriptions des échanges qu'il y a pu y avoir entre les centres 15 et les EHPAD. Et il y a quelque chose qui s'est noué là. Moi, c'est sur deux points que je voudrais peut-être avoir un peu plus de précision de votre part, parce que vous avez été très complet sur beaucoup de choses. C'est sur le rapport entre clinique privée et hôpital public. On doit dire que dans la crise, on s'est un peu interrogé sur les transferts d'un certain nombre de patients d'un bout à l'autre de la France, alors qu'on nous disait qu'il y avait des capacités d'hospitalisation dans les cliniques privées. Voilà. Donc je voudrais savoir ce qu'il en est, parce que là aussi, nous avons des sons de cloche qui sont un peu contradictoires. La deuxième chose, c'est que, à mesure que nous avons ces auditions, le sentiment qui est le nôtre aussi, peut-être que je serai démenti par mes collègues, c'est qu'on a eu une loi sur l'urgence, état d'urgence sanitaire, qui était en fait un état d'urgence pandémique, et que sur le plan des autres questions sanitaires, on est passé un peu à côté. Vous avez évoqué les pertes de chance, le non-recours aux soins, le problème de continuité dans un certain nombre de choses. Je voudrais savoir si on est capable ou pas de faire un bilan sanitaire de cette pandémie, j'allais dire, indépendamment de ce qui concerne le Covid directement. Il y a eu des infarctus, et c'est vrai que d'ailleurs, même à l'hôpital public, certains médecins nous disaient, bien sûr que les gens continuent à faire des infarctus, mais ils les font chez eux parce qu'ils n'osent pas venir. Donc, est-ce qu'on est capable d'apprécier le bilan sanitaire hors Covid, voilà, pour préparer la suite et pour que, si nous devons avoir une seconde phase, on n'oublie pas qu'il y a d'autres pathologies. Merci beaucoup. Quand on est actuellement au Ségur de la Santé et qu'on est complètement ignoré du Ségur de la Santé et qu'on ignore la médecine libérale, comme l'administration nous a ignorés et méprisés, parce qu'on a été méprisés quand il s'agit des primes. Souvenez-vous que les internes en médecine générale qui effectuaient leur stage en médecine générale étaient initialement privés de primes, et que les anesthésistes réanimateurs libéraux qui ont permis au système de tenir étaient initialement privés de primes. Il a fallu qu'on se batte pour que ces gens qui ont permis au système de tenir bénéficient également des primes. Donc voilà le mépris. Donc le 116-117, oui, mais là il va falloir insister parce que je peux vous dire que le gouvernement n'est pas disposé à ça. Il n'est pas prêt de faire un 116-117 libéral. Et pourtant, c'est la première étape d'une réorganisation du système de soins et d'une prise en charge des soins non programmés et d'une régulation des urgences. Quand on voit qu'on a mis 7 milliards actuellement là et que les hôpitaux mégotent, moi je peux vous dire que si vous mettiez 5 milliards sur la médecine de ville, maintenant on vous réorganise le système de santé. Et à commencer peut-être par un financement aussi des syndicats médicaux, parce que je peux vous dire que là, nous on a tous barré nos journées, on nous prévient la veille pour le lendemain comme si nous on n'avait pas de consultation. On n'est pas des professionnels du syndicalisme, on a tous une activité libérale. Et là, la façon dont on nous a traités pendant ce Ségur de la Santé, avec des réunions qui étaient modifiées la veille pour le lendemain, annulées, etc. Et là, nous annoncer à 9h51 une réunion demain à 11h au ministère, c'est un pur scandale. Donc, sur le coup des agences, quand j'ai entendu Agnès Buzyn dire que peut-être qu'il faudrait créer une nouvelle agence pour la gestion des crises, excusez-moi, des agences, quand vous pensez, on s'est instruit pendant cette enquête, on a appris
que le directeur de Santé publique France écrit en 2017 au directeur général de la santé concernant la gestion des stocks, etc., et qu'il a une réponse, il s'en préoccupe en octobre 2018. Et qu'en s'en préoccupant en octobre 2018, Agnès Buzyn l'apprendrait, parce qu'il se voit tous les trucs, en janvier 2020. Donc il faut 15 mois pour aller d'un étage à l'autre dans son ministère et créer une nouvelle agence. Et quoi faire ? Quoi faire? Je vous rappelle que l'ARS Île-de-France, qui a pourtant été particulièrement active et qui a créé un modèle du genre Distrimasque, comme ce qui a été mis en place dans le Grand Est, avec les URPS, médecins et URPS, pharmaciens pour la distribution des masques, il y a eu une distribution à peu près identique, mais qui s'est mise en place seulement le 20 mars en Île-de-France. Elle a été réactive. Mais l'ARS qui envoie des directives concernant les clusters le 11 avril, quand moi j'ai un cluster en face chez moi, eh bien l'ARS n'applique pas les directives qu'elle envoie. Normalement, on aurait dû extraire les 7 personnes qui étaient dans le foyer de jeunes travailleurs et les mettre dans un hôtel Covid. Or, ça n'a pas été le cas. Et là, j'ai découvert aussi la guerre des polices entre la préfecture et les ARS. Car le maire m'a prévenu que le préfet n'avait pas été prévenu de ce cluster à Clamart. Donc, si vous voulez, on découvre, il y a une administration hypertrophique et qui, justement, en plus, se fait la guerre. Donc, tout ça, c'est absolument insupportable. Moi, je voudrais répondre sur est-ce qu'on a eu des cours sur le risque? Alors, la gestion du risque, absolument pas. On n'a jamais eu un seul cours dans nos études médicales sur la gestion du risque. Absolument aucun. Après, est-ce qu'il y a des risques par chez vous? J'habite Orléans, c'est le Val-de-Loire, on a un risque d'inondation. Alors ça, il y a des plans qui sont tirés sur la comète, il y a des pages comme ça, personne ne les ouvre, et en fait, on dit on a fait quelque chose. Et t'as pas un risque nucléaire? Et on n'a rien. On a les nucléaires, parce que nous, on a quand même un tas de centrales nucléaires. On est au courant de rien. L'iode n'est même pas distribué. Enfin, ça devient invraisemblable, quoi. Invraisemblable. Vous êtes sous serment, madame. Il faut être sûr de vous, là. Si l'iode n'est pas distribué, vous êtes sous serment. Oui, il y a des gens qui me disent que ça n'a pas été... Oui, c'est pas distribué partout, puisqu'en fait, il y a des gens qui ne l'ont pas. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas allés le chercher? J'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que, je ne dis pas que ce n'est pas les gens qui n'ont pas voulu le distribuer, il y a aussi des gens qui ne sont pas allés le chercher. Faut quand même pas... Enfin, bon. Oui, non, mais tout à fait. Mais quand on dit distribuer, ça veut dire que les gens ne l'ont pas automatiquement avec eux. Donc ça, c'est clair. Et il faut une information aussi du public, parce qu'ils ne se rendent même pas compte à quoi ça peut servir. Donc ça, c'est des choses. Par rapport à la liberté de prescription, alors là, madame, oui, on rue dans les brancards. C'est une atteinte à notre liberté de prescription, c'est une atteinte à notre profession, c'est une atteinte à notre dignité. C'est quelque chose d'insupportable. Ça, c'est certain. Par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à la coordination dans les cabinets médicaux, et puis de savoir exactement ce qui s'y est passé. Ça continue. On est en train de faire des autotests maintenant. Les autotests pour que les gens, parce que les gens, la HAS a montré que les autotests n'étaient pas très fiables, comme tous les tests d'ailleurs. Il n'y a aucun test qui est fiable à 100%. Mais que les gens pourront le faire, mais en même temps, ils ne veulent pas que les gens le fassent parce qu'ils ne seront pas capables d'interpréter. Donc ça pourrait être des tests qui seraient prescrits par les médecins, remboursés ou pas, on n'en sait rien, faits par d'autres professionnels de santé. Mais en fait, le problème de santé publique sera exactement le même. La lisibilité, on la saura où? Qui a fait le Covid, qui ne l'a pas fait? On n'en saura rien. Donc il est quand même il est temps aussi, au niveau du gouvernement et au niveau de l'État, de faire un système de santé publique. C'est hyper important. Parce que c'est vrai que nous, on voit les personnes en tant qu'individus. On a eu le problème du Covid contact, où effectivement, il fallait dire les problèmes des cas contacts, qui nous ont posé aussi un problème sur le plan de déontologie, puisqu'il fallait, même si le patient n'était pas d'accord, il fallait le dire, le signaler. Ce qui paraît logique dans le sens de la santé publique, et sur le plan individuel, ça l'était moins. Mais néanmoins, ces problèmes d'autotest, il va falloir aussi s'y pencher, parce que c'est la suite pour demain. C'est-à-dire que si on dit, oui, l'autotest serait peut-être positif, et qu'on s'aperçoit qu'après, cette personne, en fait, développe un Covid et en décède, par exemple, quelle sera la responsabilité de la personne qui l'aura fait? Où est-ce que ça va être tracé, puisqu'on parle de traçabilité actuellement? Donc tout ça, il y a énormément de choses à revoir. Ça ne serait peut-être pas fait avant la deuxième vague, mais des choses à revoir pour le futur. C'est-à-dire qu'il faut construire de nos erreurs, mais il ne faut pas recommencer les mêmes. Et c'est vrai qu'il y avait un de nos confrères qui disait qu'en fait, les médecins manquaient de masques et que l'État masquait les manques. Donc c'était une phrase que j'avais trouvée assez bien. Mais ça dit quand même quelque chose par rapport à tout ce qu'on a pu nous dire pour nous faire...
Merci, on va passer la parole un petit peu. Merci. Vous avez abordé beaucoup de sujets. Pour continuer dans la même lignée, c'est vrai que la santé publique, c'est vraiment une des missions de la médecine générale et des soins primaires. Et ça, il faut que ce soit vraiment marqué. Et jusqu'à présent, ça ne l'était probablement pas. Vous avez posé la question sur les recueils de données en médecine générale et en soins primaires, c'est fondamental. J'avais commencé mon propos par ça, sur le fait que ça intéressait personne. Il y avait un réseau Sentinelle pour la grippe à l'époque qui a été disparu, enlevé. Et ce réseau Sentinelle s'appuyait sur le réseau des médecins généralistes. Nous sommes 45 000 vrais généralistes en France. Je dis vrais parce qu'après, il y a des exercices où ils sont comptabilisés, mais ils font autre chose que de la médecine générale. Mais il y a 45 000 professionnels sur tout le territoire qui reçoivent l'ensemble de la population. C'est quand même un réseau sur lequel on peut s'appuyer, me semble-t-il. Donc, je pense que ça serait bien de le faire revivre. Sur la téléconsultation a été un outil très important et très intéressant, mais il faut faire attention aussi à ses limites. La limite, c'est le respect du parcours de soins, c'est-à-dire que ça a montré effectivement qu'une téléconsultation hors sol par quelqu'un qui n'a pas vu le malade physiquement, qui ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui l'appelle à 600 km, en général se traduit par, après, une visite aux urgences ou aller voir votre médecin, parce qu'effectivement, ça sert en gros à rien, quoi. Et aussi aux limites de la téléconsultation par rapport à la clinique. Quand c'est dans le cadre du parcours de soins, comme ça l'a été là, la grande majorité des téléconsultations qui ont eu lieu, c'était nos patients qui nous appelaient ou au téléphone ou dans une vraie téléconsultation suivant les territoires. Moi, mes patients dans le 18e, ils ne savent même pas télécharger une application, donc ça a été téléphone. Heureusement qu'il y avait le téléphone. Ça permettait de suivre l'évolution d'une pathologie chez un patient qu'on avait vu. Moi, j'ai certains patients, si je leur demande « vous avez de la fièvre », ils ne comprennent même pas ma question. Donc, ce n'est pas au téléphone ou en téléconsultation que j'aurai la réponse, j'aurais besoin de le voir physiquement. Donc celui-là, il me faut des protections pour le voir correctement. Donc c'est un mélange des deux. C'est indispensable, mais à la fois il y a des limites. Le respect du parcours de soins et aussi, bien sûr, on a besoin de cliniques. Les restrictions de prescription, c'est absolument scandaleux et c'est une des revendications de notre syndicat, mais aussi des autres, depuis longtemps. Là, c'est très médiatique, donc on en parle beaucoup. Et il y a beaucoup de restrictions de prescription qui passent par votre assemblée, me semble-t-il, dans des décrets qui nous interdisent de prescrire de nombreuses molécules. Alors, il y a des nouveaux médicaments où le prix est tel que je comprends qu'on veuille mettre un filtre pour que tout le monde ne prescrive pas des médicaments à 10 000 € le comprimé. Mais expliquez-moi pourquoi la ventoline en aérosol est interdite aux médecins généralistes. J'aimerais bien qu'une seule personne m'explique ça. C'est inimaginable. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est scandaleux, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Et parfois, c'est voté dans cette assemblée. La gestion de crise. Je passerai peut-être la parole tout à l'heure à ma collègue qui a un passé sur le sujet, mais il faut s'appuyer sur les organisations territoriales. Vous disiez que tu disais que le nombre de CPTS était limité, c'est vrai, mais comme dans toutes les crises, ça fait naître des choses, ça oblige à innover, ça oblige à se bouger. Et donc les organisations territoriales qui étaient naissantes ont vraiment eu un coup de boost. Je vais vous donner l'exemple de Paris, puisque je suis parisienne. Des CPTS qui ont signé l'ACI, il y en a 3 au jour d'aujourd'hui, le 13e, le 14e, le 18e. Il y en avait qui étaient en gestation, le 10e, le 15e, le 20e. Et il y a des territoires où il n'y avait pas tellement grand-chose et qui ont fait des centres Covid où les dynamiques territoriales sont nées. C'est le 5e, le 12e, le 17e, le 19e. Vous voyez qu'on commence à couvrir pas loin de tout Paris. Et donc là, s'il y a une gestion de crise qui nous associe à un niveau de l'État, je dirais, où on est dedans pour donner notre avis et pas faire des choses uniquement administratives qui seront inapplicables, et qu'on peut ensuite décliner ça et s'appuyer sur des organisations territoriales qui ne sont pas parfaites, il y a des trous dans la raquette, mais on voit bien que c'est né, et là, pour la suite, il faut absolument booster ça parce que ça sera un outil indispensable. Merci beaucoup, M. Gauthier. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur plusieurs questions, mais notamment sur la question des EHPAD, qui est un des gros échecs de cette crise, me semble-t-il. Vous avez tous souligné les difficultés de tester, de soigner, d'hospitaliser les
les résidents. Il y a là un problème médical et un problème éthique, tout simplement, un problème d'humanité, ça a été rappelé. Alors, on a signalé la question d'interdiction de prescription. La médecine libérale repose sur plusieurs piliers: liberté d'installation, liberté de choix du médecin par le patient et liberté de prescription. Et là, il y a quand même question. Et en plus de ces interdictions, il y a un deuxième aspect, c'est qu'il y a aussi des recommandations, des préconisations, des incitations à prescrire. Et je voudrais avoir votre avis, votre point de vue sur le décret signé par Olivier Véran le 28 mars sur l'usage du Rivotril, notamment pour les résidents en EHPAD. Merci beaucoup. Écoutez, je vous laisse répondre. Oui, merci. Il y a beaucoup de questions en même temps, donc je répondrai à 2 ou 3, comme ça chacun peut s'exprimer, pas forcément sur tout, mais sur quelques points. Vous parliez des masques. On a attaqué, il faut quand même le dire, on a attaqué cette crise avec les stocks qu'on avait reçus il y a 10 ans. Moi, j'avais des masques et des lunettes de protection de l'époque. Ils étaient périmés, mais au moins on avait ça dans nos cabinets. On avait des petites boîtes où il y avait, moi je dirais 25 ou 30 masques. 30 masques. Avec les lunettes de protection, on a attaqué comme ça. Et dans mon cabinet, on avait acheté 2 boîtes de 50 masques, dès qu'on a vu que ça commençait à chauffer, pour les patients. Parce que moi, je refusais. Parce qu'attendez, la doctrine sur les masques, elle a changé. Lorsque vous reprenez la Société française d'hygiène hospitalière et ce qu'elle a dit en date du 28 janvier, ça a été repris sur le site de la DGS, guide méthodologique Covid-19 version du 20 février 2020, et c'est resté sur le site jusqu'à ce qu'un jour je le dénonce au cabinet du ministre, en leur disant, écoutez, au moins ayez la décence de mettre à jour votre site de la DGS. Et sur ça, on dit clairement que pour les soignants, il faut des FFP2. C'est très clair. Et alors après, on m'a dit, non mais bon, comme on n'a pas de FFP2, on va mettre un chirurgical, un double masque chirurgical. C'est-à-dire un masque chirurgical pour le soigné et un masque chirurgical pour le soignant. On n'avait même pas de masques chirurgicaux pour les soignants. Vous voyez comment on a été équipé. Donc oui, c'est normal qu'on ait un petit stock, mais à partir du moment où on est dans une situation de crise dont on parlait, c'est la responsabilité de l'État. Je suis désolé. Ou alors, il faut qu'on rentre dans une logique où chacun doit avoir des stocks importants, mais ça repose le problème du financement. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas du tout d'accompagnement financier pour ça. Donc ça, je pense qu'il faut être clair. Je pense qu'on ne peut pas demander à chaque cabinet médical d'avoir des cartons entiers de masques. Je pense que c'est clairement la responsabilité de l'État. Deuxième réponse que je voulais faire sur les organisations de terrain par rapport aux ARS. Est-ce que les CPTS, c'est le bon niveau ? Écoutez, je crois que c'est un enseignement à tirer de cette crise, c'est qu'on voit bien qu'il y a des possibilités d'organisation sur le terrain qui sont diverses et variées. Moi, je suis opposé à la CPTS, voie obligatoire partout, et modèle unique. Je pense que la CPTS, c'est un outil qui est intéressant. Un certain nombre de médecins l'ont pris en main. Ça marche bien. Quelquefois, ça dysfonctionne. Il y a d'autres outils qui permettent la coordination des acteurs sur le terrain. Ils sont multiples. N'oublions pas qu'il y a des cabinets médicaux pluriprofessionnels qui ne sont pas forcément déclarés en MSP, qui existent depuis des années et où les gens travaillent ensemble, parce que ce n'est pas parce qu'on est sous un même toit qu'on travaille ensemble. Et à l'inverse, on peut travailler ensemble sans être forcément sous le même toit avec les outils numériques. On a les CPTS, on a les maisons de santé pluriprofessionnelles, on a maintenant les équipes de soins primaires, on a les équipes de soins spécialisés. Si on peut quand même éviter d'avoir des structures trop bureaucratiques, on est des médecins libéraux, laissons les médecins et les autres professionnels de santé s'organiser sur le terrain. Et sur la liaison ville-hôpital, je pense que là aussi, la grosse erreur, c'est d'avoir fait des groupements hospitaliers de territoire, qui sont des gros monstres dirigés par un hôpital de référence, qui est censé faire un projet territorial de santé, dans lequel vous n'avez pas l'hospitalisation privée et dans lequel vous n'avez pas la médecine libérale.
Donc on voit bien qu'on a pensé notre système de santé en le centrant sur les structures et sur l'hôpital. Et c'est précisément l'inverse qu'il faudrait faire. Et je pense qu'il faut que la médecine de ville se coordonne, s'organise. On a besoin de moyens pour avoir des outils. Quelqu'un a parlé des outils tout à l'heure. On voit bien qu'il y a des outils qui émergent ici ou là, en particulier avec l'e-santé et le numérique. Il faut accompagner ça et ça permettra de mieux se coordonner et de se coordonner aussi avec l'hôpital à l'échelon des territoires. Et c'est dans les territoires, il faut vraiment redonner la main aux responsabilités territoriales. Et moi, je suis un peu inquiet quand je vois ces GHT, parce que les GHT sont des grosses structures qui ont tendance à tout régenter dans les territoires, et on a du mal à être en liaison avec ces grosses structures qui, de toute façon, ont exclu une grande partie de l'offre de soins dans le pays. Pour répondre au CPTS, nous, on n'a pas de CPTS dans notre territoire. On a fonctionné très bien avec les infirmières libérales et les pharmaciens. On a organisé un centre Covid, ça marchait très bien avec le couple médecin généraliste infirmière. Et pour la distribution des masques, on avait un système qui était comparable à celui de Distrimasque du Grand Est, où on avait les masques, on les a eu tard, hein, mais avec le pharmacien, ça marchait remarquablement bien. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'une organisation territoriale formelle, mais si on peut se débrouiller avec les infirmières libérales, les médecins et les pharmaciens, on a une structure de base qui marche, parce que les médecins, ils ont été vite en situation de responsabilité, hein, ils se sont organisés. Alors c'est dommage, il est parti sur la formation sur les pandémies. Vous savez, on a connu la pandémie 2005, et moi, les masques FFP2, quand j'ai ouvert ma boîte de masques FFP2, j'ai eu la surprise de voir que c'était pas une lettre de Roselyne Bachelot, mais c'était une lettre de Xavier Bertrand, donc ça la date 2005. Hein. J'avais 30 masques FFP2 qui dataient de 2005. Et donc là, on avait cette organisation, vous savez, c'était au temps de la grippe aviaire, et il y avait tout était écrit. Il était même prévu que les pharmacies ayant des stocks de Tamiflu soient protégées militairement. Hein, Tamiflu, qui n'a jamais servi à rien du tout, était protégé militairement, les pharmacies qui les détenaient, donc si vous voulez. Et c'était les agents municipaux habillés comme des martiens qui distribuaient les repas aux patients, aux Français qui étaient confinés chez eux. Hein, on arrêtait les écoles, on arrêtait les transports, tout était arrêté. C'était ça 2005, la grippe aviaire. Hein. Cette organisation-là, elle existe. Donc on n'a pas eu de formation pendant les études, mais on a eu quelques expériences. Et puis on a eu la grippe H1N1 avec tout ce qui s'est produit. Donc en ce qui concerne le Rivotril, ça a été particulièrement choquant de voir qu'on ait eu le droit de prescrire un médicament qui n'est pas très souple, comme le midazolam pour les fins de vie, alors qu'on est toujours interdit de prescrire du Rivotril dans les acouphènes. Je vous le rappelle, on n'a pas le droit de prescrire le Rivotril en gouttes dans les acouphènes. De la même façon, sur la ventoline, il y a des interdictions de prescription pour les médecins généralistes. Je peux vous dire qu'elles sont particulièrement mal vécues par les médecins généralistes sur le terrain. C'est insupportable. Hein. De ne pas pouvoir prescrire des aérosols de ventoline, c'est dingue. De ne pas pouvoir prescrire des gouttes de Rivotril, c'est absolument scandaleux. Beaucoup de choses ont été dites hein, sur la doctrine 2013, donc nul n'est censé ignorer la loi. Le problème, c'est qu'il y a tellement de décrets, d'arrêtés, de lois, d'avis, qu'on n'est pas nécessairement au courant. Et c'est vrai que le fait que l'employeur est responsable de la santé de ses salariés, on le savait, mais sur les équipements, c'était quand même quelque chose de difficilement prévisible. Les seuls, aujourd'hui, en médecine ambulatoire, qui avaient des stocks de masques, étaient les chirurgicaux qui travaillaient sous anesthésie locale, qui sont équipés chez eux, donc avec des masques. Je rappelle quand même que pour la distribution des masques, donc les réseaux pharmaceutiques étaient tout à fait indiqués, mais on a bien vu aussi que même les personnels des cabinets médicaux, les personnels des pharmacies n'étaient pas inclus dans la distribution de masques. Et ça a posé quand même certains problèmes aussi, puisqu'on leur donnait nos propres masques pour se protéger. Le bon niveau de CPTS, bon niveau, donc, alors je suis un petit peu, je vais préciser un petit peu, donc l'équipe de soins primaires, alors la CPTS, c'est vrai, c'est un niveau populationnel. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, entre le ministère et le médecin, il y a 16 strates d'organisation. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Et donc, à partir de là, l'ESP, la CPTS en serait encore une, donc populationnelle, mais la base, c'est ce qu'il y a autour du patient.
Donc on parle d'équipe de soins primaires, mais bon, il y a plusieurs définitions de l'équipe de soins primaires, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Il y a l'équipe de soins primaires, alors c'est un petit peu technique, l'équipe de soins primaires, qui dépend d'une formalisation, où on est obligé de passer par une formalisation autour du patient entre les acteurs, et il y a les équipes de soins ouvertes qui pourraient se constituer sur une formalisation beaucoup plus simple au niveau du DMP. Enfin voilà, c'est ce qu'on porte au niveau du syndicat des médecins libéraux. Quelque chose de simple et qui marche et qui se fait rapidement, sans une protocolisation, une administration, des réunions sur les CPTS. Enfin, les CPTS, pour arriver à monter une CPTS et arriver à la lettre d'intention, il faut quasiment 1 an, 8 mois à 1 an de réunion. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Voilà. Ensuite, donc, sur le décret de M. Véran, il s'est peut-être un petit peu précipité, puisque une semaine après, le Lancet revenait sur ses dires. Donc, le décret a été pris 4-5 jours après, je crois, hein, l'apparition. Ça a été très rapide. Et donc, comment ? Oui, très rapidement. Et une semaine, 10 jours après, le Lancet revenait en arrière. Donc, non, cas d'école. Voilà. Et ensuite, donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des sondages et compagnie. Nous, on a fait quelques petits sondages, mais bon, on est quand même limité en sondage. Maintenant, pour faire une conclusion, quand on voit sur les pays d'Asie où vous êtes quand même assez spécialisés, on voit quand même que la pandémie en Asie n'a pas été aussi forte qu'en Europe. Parce qu'ils ont des habitudes qui sont différentes, parce qu'ils avaient des masques. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis à Bali. Ils avaient des masques, tout le monde avait des masques, voilà. Ils n'ont pas eu de problème pour avoir des masques, eux, voilà. Et c'est vrai que c'est quand même assez intriguant qu'en France, 5e soi-disant pays mondial, on n'ait pas de masques pour se protéger, voilà. Merci beaucoup, je vous remercie pour cette audition, on a terminé. Voilà pour l'audition conjointe des médecins libéraux qui sont revenus sur la manière dont ils avaient tenté de faire face à la crise sanitaire, déplorant notamment le manque de moyens et de matériel mis à leur disposition pour leur protection, ainsi que celle de leurs patients. Cette audition est à retrouver sur notre site lcp.fr.